Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Le docteur Claude Ouetta est l'invité de ce dimanche. Universitaire économiste, il a notamment occupé les fonctions de vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Saint-Thomas d'Aquin et de directeur de l'UFR SEG de l'université à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Claude Ouetta est actuellement le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption. Docteur Ouetta, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On est toujours heureux d'être avec vous. La première question qui me vient à l'esprit, je constate que vous êtes beaucoup investi sur le terrain de la lutte contre la corruption. Est-ce que le docteur Ouetta est un homme intègre lui-même? Bon, c'est difficile de s'auto-juger. En général, on essaye d'être loin de ces eaux-là, donc de la corruption. Mais il est évident que, bon, c'est les autres qui peuvent dire si je suis un homme intègre, un homme droit ou pas. Vous n'avez pas de cadavre dans vos placards? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de la corruption? Bon, on est toujours tenté. On est toujours tenté par d'autres personnes. En tant qu'enseignant, en général, lorsque vous corrigez des copies, il est évident que ce soit des garçons ou des filles, elles peuvent venir vous voir effectivement pour que vous puissiez faire quelque chose. En général, la réponse que moi je donne, c'est que je ne rencontre pas les étudiants, mais je rencontre leurs copies. Il y a ces fameux NST dont on parle sur les campus, oui, entamés par la note sexuellement transmissible. C'est ça, c'est pour cela que j'ai dit, je ne rencontre pas les étudiants, je rencontre leurs copies. De l'intégrité, parlons-en avec ce changement opéré par les révolutionnaires d'août 83. La haute volta de nos aïeux est devenue le Burkina Faso 33 ans après. Est-ce que cette terre des hommes intègres porte véritablement son nom? Je pense que c'est difficile de dire que cette terre porte son nom. Et je pense même que 1983, bon, on a essayé d'aller à l'intégrité, ce n'était pas évident. Parce que on se rappelle encore de ces questions de la douane, de ces questions également liées à un certain nombre de structures où effectivement l'argent avait circulé. Et en tout cas, beaucoup de personnes accusaient certains responsables d'avoir détourné de l'argent, même donc en 1983. Dans l'intervalle, l'insurrection est passée par là avec son slogan « Plus rien ne sera comme avant ». En tant qu'activiste de la lutte anti-corruption, est-ce que vous direz qu'elle a fait bouger les lignes sur le front justement du combat contre la corruption? Bon, je pense que si on doit parler de lignes qui ont bougé, on peut le dire dans le domaine des textes. Donc on a eu une loi qui a été votée par le CNT, donc en 2015. Donc cette loi existe. En 2016, on a adopté les textes d'application de cette loi. On a eu aussi des actions où effectivement on a essayé de faire bouger les lignes au niveau de la justice. Mais on dit que les textes ne valent que ce que valent les hommes qui sont chargés de les appliquer. Évidemment, je pense qu'il y a effectivement des difficultés pour appliquer les textes. Mais vous savez aussi qu'aujourd'hui, les Burkinabés ne sont pas prêts à attendre que ce soit d'en haut que les choses soient appliquées. Quelquefois, les gens poussent par le bas pour que les choses aillent mieux. Et au niveau du RENLAC, par exemple, nous sommes en tout cas engagés à faire en sorte que cette loi-là ne reste pas dans les tiroirs. Vous avez évoqué la douane tantôt par rapport à la problématique de la corruption. Ça fait des années que le RENLAC livre son rapport, ça fait des années que pratiquement les mêmes acteurs, on va dire, se retrouvent comme étant les mauvais élèves, en tout cas en matière de pratique de corruption.
Comment est-ce que vous expliquez? Non, je pense que la douane quand même a bougé. Hein. Je pense que ces 2 dernières années, ils ont quitté la première place, ils sont allés à la 2e place. Actuellement, ils sont à la 3e place. Je pense aussi que les marchés publics sont venus progressivement à la première place, mais cette année aussi, les marchés publics ont reculé. Remplacé par la police municipale. Voilà, remplacé par la police municipale. Mais je pense que on peut, au niveau de la police municipale, dire qu'il y a le contexte qui a un peu favorisé la prise du pouvoir par la police municipale, parce que bon, avec l'insécurité, on leur a demandé effectivement de faire des contrôles. Et évidemment, bon, lorsque vous êtes sur le terrain, c'est pas facile. On ne le dit pas assez. Le rapport de la RENLAC quand même porte sur l'indice de perception de la corruption. C'est ça. Elle ne traduit pas nécessairement ce qu'il se passe dans les faits. Bon, je pense que c'est des questions méthodologiques et très souvent, je crois que beaucoup de gens confondent une méthodologie qualitative et une méthodologie quantitative. Nous, nous sommes dans la recherche et donc nous pensons que ces 2 méthodes-là s'équivalent. Vous pouvez utiliser une méthode quantitative pour analyser un phénomène, ça va donner un bon résultat, mais quand vous utilisez une méthode qualitative, ça donne le même résultat. Je pense que quand vous prenez au niveau économique, au niveau du droit, au niveau de la sociologie, beaucoup de gens utilisent des méthodes qualitatives. Et de plus en plus d'ailleurs, nous utilisons des méthodes qualitatives pour pouvoir effectivement... Voilà. Maintenant, les gens disent que c'est des perceptions. Mais je crois que ce qu'il est important de comprendre aujourd'hui, c'est que lorsqu'on regarde la méthodologie du RENLAC, c'est une méthodologie qui est robuste. Parce que Transparency International est venu en 2016 pour dire que le Burkina a actuellement 42 sur 100. Mais nous avons vu ce phénomène-là arriver depuis 2014. 42 sur 100, le chiffre correspond à quoi? Ça veut dire que si on donne une note, par exemple, de 100 au total, le Burkina... En matière d'intégrité ou de corruption? En matière d'intégrité. Oui. Bon, le Burkina peut être noté 42 sur 100. Et pendant 4 ans, le Burkina a eu 38 sur 100. Donc, on n'a pas bougé. 2012, on n'a pas bougé. 2013, nous n'avons pas bougé. 2014, nous n'avons pas bougé. 2015, nous n'avons pas bougé. Et c'est seulement en 2016. Or, si vous regardez la méthodologie du RENLAC, elle avait déjà, en 2015, vu qu'il y avait effectivement un léger frémissement, disons même depuis 2012. Nous avions vu ce léger frémissement depuis 2012. C'est un frémissement qui s'est confirmé en 2013, en 2014, et en 2015, il y a eu véritablement un bond. Voilà. En 2016, ça s'est confirmé. Dans l'actualité et sans transition, je voudrais que l'on s'arrête sur cette commission d'enquête diligentée par le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Le rapport est tombé, des manquements à l'éthique et à la déontologie ont été relevés, en tout cas par les membres de la commission d'enquête mise en place par le CSM. Mais le RENLAC ne semble pas, on va dire, satisfait de cette opération qui, au demeurant, participe du nettoyage des écuries d'Aujas, la justice burkinabé. Ah non, nous sommes plutôt satisfaits. On a sorti un communiqué le 14 juillet, là. Oui, j'ai vu le communiqué, voilà, mais vous semblez dire que c'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant parce que une chose est d'épingler un certain nombre de magistrats. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'on va sanctionner? Quel type de sanctions? Bon, on apprend qu'il y aura des sanctions administratives et même des sanctions pénales. Mais nous attendons ces sanctions-là pour pouvoir effectivement opiner de façon définitive sur cette question. Est-ce que vous considérez que la justice burkinabé est le ventre mou de la lutte anticorruption? Bon, nous pensons que jusqu'à présent, la justice ne s'est pas montrée à la hauteur donc, de sa tâche. Et donc, nous pensons qu'elle est rentrée dans un long moment de sommeil et qu'il est bon qu'elle se réveille. Voilà.
Il y a également cette polémique sur la gouvernance du ministre Éric Bougma au département des infrastructures, soulevée en tout cas par un cyberactiviste connu sur la toile sous le pseudonyme de Lenga Fils, Aruna Dabré, je crois, à l'état civil, qui accuse carrément le ministre de détournement et de malgouvernance pour avoir, dit-il, en tout cas ouvert un compte bancaire parallèle dans une banque privée alimentée à coût de centaines de millions par des entreprises qui sont adjudicataires de marchés publics. Est-ce que vous avez suivi un peu, on va dire, cette polémique-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous avons suivi la polémique et nous pensons que le ministre doit tout faire pour effectivement clarifier cette situation. Voilà. En général, les comptes, j'allais dire, de l'administration sont logés au Trésor. Tout le monde le sait, c'est comme ça. Il y a des exceptions. On peut effectivement, exceptionnellement, vous donner l'autorisation de loger un compte dans une banque, ainsi de suite. Est-ce que ce genre de procédure a été bien suivi par le ministre? Ça, il faut qu'il donne un avis dessus. Et puis, deuxièmement, en termes justement de gestion de ce compte-là, il faut aussi clarifier pour qu'on sache que ce compte-là est bien géré. Et donc, si tout ça est fait, ça peut aider à clarifier la situation. Nous avons demandé dans nos activités de suivi citoyen qu'on puisse nous permettre de suivre les grands projets qui sont au niveau du ministère des Infrastructures. Au niveau du ministère des Infrastructures, ils ont accepté que nous puissions le faire. Et donc, nous allons effectivement regarder, en tout cas suivre et voir si, au niveau de ce ministère-là, les choses sont bien gérées ou pas. Vous savez très bien ce qui se passe dans l'opinion aujourd'hui. Est-ce qu'on ne dirait pas que vous aussi, vous voulez votre part du gâteau de la manne financière générée par les infrastructures? Je pense que ceux qui nous regardent savent bien. Nous nous sommes battus avec le service de la douane pour récupérer des milliards. Bon, l'État a dit 7 milliards. Mais lorsqu'on a demandé à ce que l'argent soit reversé à la douane, nous, ça ne nous intéresse pas d'aller chercher cette manne auprès des douaniers. Donc, il n'y a aucun problème. Nous travaillons sur la base, en fait, des ressources, en fait, que nous demandons. Nous avons un plan stratégique, nous avons des ressources liées à ce plan stratégique, et c'est sur la base de ces ressources-là que nous fonctionnons. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent à gauche et à droite. Dans cette affaire, certains voient, l'affaire Bougma, je vais dire, une sorte d'acharnement politico-médiatique sur le ministre des Infrastructures. Est-ce que vous avez cette lecture de la situation? Non, moi je pense que nous pensons qu'un ministre, c'est un serviteur de l'État, c'est quelqu'un qui doit rendre compte, et chaque fois qu'on lui demande de rendre compte, il doit le faire. Il n'y a pas d'autre voie. Voilà. Et donc, si effectivement, on lui dit, bon, dans le compte qu'il a ouvert, il y a telle ou telle ressource qui manque, bon, il doit dire non, les ressources ne manquent pas. Voilà comment nous avons utilisé ces ressources. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'arrive pas à s'expliquer, ça pose effectivement de gros problèmes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au regard de la gouvernance actuelle, que la République exemplaire qu'on entendait bâtir après l'insurrection populaire est en marche? Bon, nous avons des doutes, nous avons des appréhensions, bon, mais liées à des faits qui sont des faits concrets. Voilà. Lorsque le régime, donc, j'allais dire, du président Roch Kaboré est arrivé, nous avons dit qu'il fallait nommer des gens propres. Or, déjà dans les premières nominations, bon, il y avait quand même quelques impairs. Et donc, nous avons effectivement notifié cela. Nous pensons aussi que, en matière effectivement de gestion financière, bon, je pense peut-être qu'on va aborder la question après. Lorsque on veut privilégier
des méthodes d'allègement des procédures, nous, ça nous pose des problèmes. Donc, il y a un certain nombre de faits concrets sur lesquels, effectivement, on est obligé de bâtir, en fait, notre raisonnement. On ne peut pas dire globalement comme ça, bon, pour l'instant, rien ne marche. Mais on a besoin, effectivement, de regarder les choses et de juger au cas par cas. Vous parlez des gens propres, vous parlez des gens impropres qui ont été nommés. Vous pensez à qui en particulier? Bon, on sait qu'il y en a qui traînaient des casseroles bien avant, effectivement, que ce régime-là arrive. Et donc, lorsque on parle de gens propres et de gens impropres, on s'adresse à ces gens. Moi, je n'ai pas besoin de dire des noms, mais tout le monde sait que même sous la 4e République, bon, il y en a qui ont été, j'allais dire, épinglés. Et donc, nommer ces gens-là, ça pose des problèmes. Surtout que, bon, je pense que quand on regarde effectivement le MPP, je ne pense pas que ce soit des cadres qui manquent au MPP. Alors, on revient justement à cette autre polémique que vous avez évoquée tantôt. Il s'agit justement du vote de la loi sur l'allègement des procédures au niveau des partenariats publics-privés. Quel est le regard de l'économiste sur cette polémique-là et sur cette affaire de façon globale? C'est ça. Je pense que, en fait, en économie, on a un certain nombre de préalables pour pouvoir effectivement gérer ce genre de questions. On doit regarder les acteurs, on doit également regarder les procédures. Voilà. Et donc, lorsque on veut traiter de cette question, je pense qu'il est important qu'on regarde, est-ce que ce sont les acteurs qui posent problème ou est-ce que ce sont les procédures qui posent problème? Et ça se fait à travers des études. Bon, or, en tout cas, pour ce que je sais, bon, il semble que sur les différents projets qui ont été choisis pour faire partie du PPP, il n'y a pas eu d'études faites dans ce sens. Donc ça pose problème. Hein. Le choix de dire que ce sont les procédures, bon, je pense que les procédures, effectivement, ont quelques problèmes dans notre pays. Mais on sait aussi que les hommes qui sont dans notre administration, il y a énormément de problèmes. C'est pas le fait de leur probité. Quelquefois, c'est le fait qu'au niveau de nos administrations, il y a trop de changements au niveau des cadres. Quand un ministre vient, bon, il balaie tout, il ramène de nouveau, ainsi de suite. De sorte qu'en termes de capitalisation, on a des problèmes. Et donc, quand vous regardez au niveau des hommes... que la majorité gouverne. Non, ce n'est pas une question de majorité. C'est-à-dire, actuellement, là, supposons qu'on change le ministre Bougouma et qu'on met un autre ministre, vous allez voir, le ministre qui va venir là, il est du MPP, mais il va changer tous les cadres qui sont au niveau de son ministère. Ça pose des problèmes. On ne peut pas se permettre de changer les cadres de cette façon. Voilà. Ça, c'est pas... dans un pays civilisé, ça ne se fait pas. Alors, autre sujet, on aborde des questions liées à la justice. Il s'agit de l'incarcération du général Djibril Bassolé. Et il y a également cet avis du groupe de travail onusien sur la détention arbitraire. Donc, il ne finit pas, en tout cas, d'animer le débat sur le front judiciaire. Cette semaine, c'est la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, actuellement dirigée par Rasmane Ouedraogo, je crois, président de la NAFA, qui a rendu publique une déclaration dans laquelle elle demande la libération pure et simple, en tout cas, du général Bassolé. Donc, quelle analyse vous faites, on va dire, de cette déclaration-là? Bon, en fait, je pense que les faits qui sont reprochés à Djibril Bassolé sont des faits suffisamment graves pour que de temps en temps, certains acteurs sortent et fassent des déclarations, j'allais dire, tendant à dire, bon, l'ONU a dit, etc., etc. Bon, je pense que nous avons, dans notre pays,
une justice. Nous avons au niveau de notre pays des enquêteurs. Donc il y a un ensemble de personnes qui sont aptes non seulement à dire si les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment graves ou si effectivement on doit le libérer. Et donc de ce point de vue-là, moi je fais plus confiance aux nationaux que, bon, à l'ONU. Je pense que c'est le général de Gaulle qui disait que l'ONU c'est un machin. Vous voyez. Et donc c'est pas quelqu'un, le général de Gaulle, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, bon, je pense qu'il faut savoir raison garder et permettre effectivement à la justice burkinabé de faire son travail. Si le général Bassolé, effectivement, est propre, il n'a rien à se reprocher, j'espère que la justice pourra effectivement trancher à sa faveur. Les soutiens de Bassolé parlent d'instrumentalisation de la justice, d'une justice des vainqueurs, etc. Les arguments sont connus. Oui, bon, mais les vainqueurs, c'est facile de parler de justice des vainqueurs. Voilà, il y a des arguments qui sont très faciles. Voilà, je pense qu'il faut que le coup d'État qui a été fait, qu'on sache quels sont les responsables. Puisqu'il y a des morts, il y a mort d'hommes, il y a des Burkinabés qui ont été tués. Et donc, je pense que c'est des questions avec lesquelles on ne doit pas plaisanter. Djibril Bassolé est cité dans une autre affaire qui est celle de la répression de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. En tout cas, il est poursuivi comme membre du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Vous avez suivi, on va dire, toutes les péripéties judiciaire de cette affaire devant la Haute Cour de justice. Mais le fait nouveau, c'est la conférence de presse donnée ce vendredi par Soumane Touré, leader politique, qui estime qu'il s'agit d'un faux procès, en tout cas, qui est fait à Compaoré à son gouvernement et qui, lui, verrait plutôt dans les boxes des accusés ceux qu'il considère comme les organisateurs de l'insurrection populaire. Bon, je pense que c'est un point de vue, mais je pense que ce point de vue-là, probablement, est partagé par une minorité de Burkinabés. Voilà, parce que les gens qui étaient sur le terrain, qui se sont battus, donc les 30 et 31 octobre, ceux qui se sont battus contre le coup d'État, en tout cas, ça représentait vraiment une majorité de Burkinabés, et ce n'est pas seulement les gens de Ouaga. Lorsque vous regardez sur l'ensemble du territoire, je pense que les Burkinabés se sont battus pour plus de démocratie et nous sommes en train, effectivement, j'allais dire, d'avancer dans cette direction. Je crois que ceux qui souhaitent qu'on rétro-pédale ou qu'on fasse marche arrière, bon, je pense que ça n'engage que. De mon point de vue, il faut qu'on aille plus avant. Que ceux qui ont trempé dans les événements du 30 et 31 soient effectivement épinglés et jugés. Ceux qui étaient, j'allais dire, coalisés pour faire le putsch soient également épinglés et jugés. Donc je pense que ça qui est le plus important pour notre peuple aujourd'hui. Donc le rétropédalage, vraiment, moi je suis pas dans ça. Soumane Touré voit totalement faux. Bon, je pense qu'il a de grosses insuffisances. En lisant un peu la toile, on se rend compte que les gens l'accusent de plagiat. Bon, il y a d'autres qui l'accusent de personnes qui n'est plus dans le temps. Bon. Mais je pense que c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avance, bon, c'est bon aussi qu'un certain nombre de leaders politiques pensent à renouveler ou à passer la main pour qu'effectivement des cadres beaucoup plus jeunes puissent prendre la place et puissent effectivement faire avancer les choses.
L'actualité politique, ce sont aussi les retrouvailles des jeunes du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir, donc, qui a organisé une conférence publique sur la problématique de la réconciliation nationale. Quelles sont vos perspectives sur cette question qui, au demeurant, divise la classe politique burkinabé et même la société d'une façon générale? Bon, je pense qu'on peut peut-être en première analyse dire que ça divise. Mais ça divise combien pour cent? C'est-à-dire dans la division là, combien pour cent sont pour la réconciliation sans justice? Et combien pour cent sont pour d'abord la justice avant la réconciliation nationale? Je pense que toutes ces questions-là, quelquefois, il faut les mesurer à l'aune effectivement du poids de chaque acteur. Je crois d'ailleurs que quand on regarde effectivement les prétentions de départ du CDP et de tous ceux qui gravitent autour du CDP, bon, ces prétentions-là ont, j'allais dire, été en reculant. Hein. Voilà. Par moment, quand on les entend, ils disent non, bon, eux, ils ne disent pas qu'il ne faut pas la justice, alors qu'au départ, le ton, c'était ça. D'abord la réconciliation et puis ensuite, maintenant, la justice. Mais je pense qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Je pense qu'il faut encore mettre un peu d'eau dans le vin. Bon, je ne sais pas si ça va rester du vin, mais bon. Quelle formule vous proposez? Non, il y a des faits qui sont avérés, il y a des actes qui ont été posés. Je pense qu'il faut que les personnes puissent effectivement s'amender. Voilà. Lorsque vous êtes dans une famille et que, par exemple, vous avez votre enfant qui a fait une faute ou des choses comme ça, bon, le problème là, c'est quoi? C'est de voir, en quelque sorte, comment, effectivement, faire en sorte que l'enfant retrouve sa place dans la famille. Voilà. Mais pour pouvoir le faire, il faut que, en termes, j'allais dire, d'harmonie, il puisse avoir la même pensée que les autres. Voilà. Si vous le laissez rentrer dans la famille sans avoir changé de pensée, il est évident que les problèmes qu'il a posés au moment où il y avait des difficultés, ces mêmes problèmes-là vont se reposer. Donc le souci, c'est effectivement de toujours chercher l'harmonie donc au niveau de la famille, mais en faisant en sorte que les uns et les autres puissent progresser. Voilà. On ne peut pas rester sur place. Il faut avancer, et si on veut avancer, il faut que progressivement, donc, les gens puissent changer de mentalité, puissent changer de façon de se comporter, et ainsi de suite. Sur le front social, un protocole d'accord a été, en tout cas mettant fin à la grève du syndicat de la culture a été signé. Donc c'est sans doute une bonne nouvelle, mais est-ce que cela vous interroge sur le dialogue social au Burkina? Bon, moi je pense que on y va. On va au dialogue social difficilement, péniblement, mais je pense que c'est la voie. Voilà. Que les syndicats aient des préoccupations, je pense qu'il est bon que ces syndicats manifestent leurs préoccupations. Et c'est bon aussi que le gouvernement, le pouvoir, ait, j'allais dire, la force et l'intelligence de comprendre qu'il faut discuter avec les syndicats. Voilà. Une fois qu'on se met sur la table, autour d'une table, évidemment, on peut toujours trouver une solution. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Bon, je pense il reste encore 2 points qui n'ont pas été satisfaits, mais bon, je pense que sur 12 points, 2 qui n'ont pas été satisfaits, bon, je pense que c'est bon à prendre. Quand on regarde un peu, on va dire, toutes ces revendications d'ordre social et corporatiste, le Premier ministre a parlé d'une quarantaine de jours d'arrêt de travail au niveau des finances. Là, on a une grève illimitée qui a été déclenchée. On finit par arriver, on va dire, sur la table des négociations pour signer quelque chose. Est-ce que quelque part, on ne pouvait pas faire l'économie, on va dire, de toute cette situation? On est dans un système comme si ce n'est pas le travail qui crée la richesse. Non, je pense que c'est bon
qu'il y ait plus de cohésion sociale. Le Premier ministre compte en termes de jours perdus de travail. Bon, est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que c'est au-dessus de la cohésion sociale? Je pense que c'est la cohésion sociale qui est importante. Et ce que les gouvernants actuels doivent comprendre, c'est que la conscience des Burkinabés d'avant l'insurrection et la conscience actuelle n'est plus la même. Et une fois qu'on a compris ça, on anticipe, on discute, on prévient les choses avant qu'elles n'arrivent. Et je pense que ce que vous dites, effectivement, si le gouvernement était un acteur qui avait une vision, si le gouvernement pouvait anticiper sur les événements, effectivement, ces 40 jours-là, on aurait pu les économiser. Mais le gouvernement attend qu'on dépose un préavis. Il dure 15 jours. Et pendant ces 15 jours, qu'est-ce que le gouvernement fait? Je pense que le préavis, je ne sais pas où est-ce qu'on le met, mais on n'a pas l'impression qu'effectivement, il s'en préoccupe. Quand effectivement les 15 jours arrivent et que maintenant la grève est déclenchée, c'est en ce moment que le gouvernement commence effectivement à voir comment on gère la situation. Non, moi je pense qu'il faut que le gouvernement apprenne à aller au-devant des revendications des travailleurs. Voilà. Avant même que des préavis ne soient déposés, un gouvernement qui est, j'allais dire, responsable, doit savoir quelles sont les préoccupations, par exemple, au niveau de la télé. Parce que le gouvernement a des acteurs là, qui peuvent approcher les syndicats. Et à partir du moment où ils approchent les syndicats, ils peuvent comprendre quelles sont les préoccupations, effectivement, des syndicats, dévancer ces préoccupations, entamer les discussions, les résoudre, avant même qu'il n'y ait des préavis. Vous avez dit tantôt que la mentalité pré- et post-insurrectionnelle des Burkinabés n'est plus la même. Vous n'ignorez pas ce néologisme qui a été forgé ici où on parle de rucratie, avec toutes ces manifestations et toutes ces contestations, on va dire tout azimut pour un oui ou pour un non. Quel est le regard que vous portez là-dessus en tant qu'acteur de la société civile? La rucratie, bon, c'est peut-être la première fois que j'entends ce terme, mais je pense que... C'est la propension. Oui, c'est la propension, la propension. Peut-être même, bon, les gens diraient une propension exagérée. Mais moi, je pense que c'est une propension saine. Voilà. C'est une propension saine de poser ses préoccupations. Les gens pourraient comploter dans l'ombre pour venir effectivement renverser le gouvernement. C'est ce qui se passait avant. Et ça ne se faisait même pas au niveau des civils, ça se faisait au niveau des militaires. Aujourd'hui, on n'est plus au niveau des militaires, c'est effectivement, bon, à ciel ouvert, vous voyez les gens sortir, manifester, ainsi de suite. Et sortir ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes et poser ces préoccupations-là auprès d'eux. Mais regardez les préoccupations en fait de la population. Il y a des zones où, quand il pleut, on ne peut même pas circuler. Est-ce qu'on a besoin que les populations sortent manifester pour qu'on arrange une route qui est inondée chaque fois qu'il y a une petite pluie? Non. Je pense que les problèmes sont posés, il faut que le gouvernement trouve les solutions aux problèmes. Donc ce n'est pas la rucratie, c'est plutôt l'absence, l'immobilisme en fait de nos gouvernants qui fait que les gens sont dans la rue. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit il faut une capacité d'anticipation sur les préoccupations des populations, sur les préoccupations des syndicats, etc. Voilà. Et c'est ça qu'on ne sent pas. Voilà. On dit gouverner, c'est prévoir. Or ici, gouverner, c'est être derrière la population. C'est ce genre de gouvernement. Le Burkina vit en tout cas à l'heure du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Les assises ont commencé ce jeudi avec la réunion des experts. La vision prospective que vous dites qu'ils n'ont pas, cette fois-ci elle est déclinée en termes de création prochaine d'un fonds
pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, et également un fonds pour la jeunesse, porté en tout cas par les deux pays qui entendent élever leur coopération au rang de coopération exemplaire pour le bien-être des populations. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de création de ces fonds-là? Non, moi je pense que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont condamnés à vivre ensemble. Ça, je pense que la première chose, c'est ça. Moi qui vous parle là, je suis né en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et donc, il est évident que Ivoiriens, Burkinabés, on doit tout faire pour que effectivement ces deux pays-là puissent, j'allais dire, vivre en bonne intelligence. Maintenant, évidemment, il faut cibler les bonnes personnes. Et cibler les femmes, c'est une très bonne chose. Cibler les jeunes également, c'est une bonne chose parce que si on veut faire bouger les lignes, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut faire bouger les lignes. Voilà, parce que quand vous regardez à Ouaga le matin, quand vous vous réveillez à 4 h du matin, et quand vous faites les routes là, vous voyez qu'est-ce qui bouge le matin à 4 h. Voilà. Et les jeunes aussi, bon, c'est non seulement les jeunes scolarisés, mais aussi les jeunes déscolarisés. Le matin, quand vous vous levez, là, quand vous voulez aller vers les quartiers de la périphérie, là, donc c'est tous ces jeunes-là que vous voyez qui convergent vers le centre-ville pour effectivement travailler. Et donc tout ça, là, c'est important de pouvoir le faire. L'actualité sécuritaire, c'est bien entendu, on va dire, les échanges de tirs entre des djihadistes présumés, je dis bien présumés, les forces de sécurité. Les faits se sont déroulés à Dakui, c'est dans la Kossi, en tout cas des hommes armés ont été repoussés par la police. Comment est-ce que vous avez reçu cette information-là? Non, je pense qu'on était inquiets avant. Maintenant, là, c'est nous qui repoussons. Mais je pense que même il faut qu'on aille plus loin. Parce que les footballeurs vous disent la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Et donc, ça encore, on a repoussé. Mais ça veut dire que quelque part, on était prêt. On savait que ça pouvait venir et on s'était apprêté pour ça. Mais je pense qu'il faut passer à l'offensive. Je ne dis pas de rentrer dans les autres territoires, etc., mais il faut trouver le moyen, effectivement, de ne pas se laisser surprendre. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a lancé un appel en tout cas à soutenir davantage les initiatives nationales et régionales contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Est-ce qu'il a raison, selon vous, de tirer ainsi la sonnette d'alarme quand il parle notamment des pays de la sous-région ouest-africaine? Évidemment, oui. Je pense que nécessairement, on a plusieurs niveaux j'allais dire, d'entente à avoir. Au niveau de la sous-région, je pense que les pays de la sous-région, eux-mêmes, se sont déjà coalisés. Donc ça, c'est important. Mais il faut, au-delà de cette coalition donc, des pays, il faut effectivement que les Nations Unies, donc les pays partenaires, nous aident pour que nous puissions effectivement faire face au terrorisme. Parce que tout le monde le sait, le terrorisme, c'est pas, j'allais dire, une zone isolée qui les intéresse. Voilà. Leur champ d'action là est tellement vaste qu'il faut que les différents États se mettent ensemble et qu'on puisse effectivement repousser le terrorisme. Je pense d'ailleurs que on est de plus en plus rassurés. Voilà. Si vous prenez par exemple le Burkina, pendant 2016, même peut-être les premiers mois de 2017, bon, on entendait encore effectivement que ça bougeait à gauche, ça bougeait à droite. Bon, maintenant, ça bouge moins. Et donc, je pense que tout ça, c'est important. Et maintenant, si les Nations Unies nous appuient, bon, je pense qu'on peut effectivement éradiquer ce phénomène-là.
Vous avez dit tantôt que l'ONU c'était un machin, selon la formule générale de Gaulle. Il y a la question du financement du G5 Sahel, ou en tout cas des troupes du G5 Sahel qui est posée, qui n'est pas encore réglée. Véritablement, quelle est l'alternative pour les pays, en tout cas de la bande sahélo-saharienne? Non, il y a des arguments, par exemple, quand on dit c'est un machin, je pense qu'il faut bien s'entendre. Il y a des domaines où ils n'ont pas de compétences. Pourquoi vous voulez que sur des questions de jugement, en fait, de prisonniers burkinabés, vous venez intervenir dedans? Voilà. Le général de Gaulle ne voulait pas de l'ONU à cause de quoi? Des questions d'ingérence. Vous savez que le général de Gaulle, c'était quelqu'un qui était très soucieux en ce qui concerne effectivement l'indépendance de son pays. Et donc, dès qu'il y a effectivement des questions qui touchent à l'indépendance des pays, bon, les Nations Unies ont intérêt effectivement à se mettre de côté. Maintenant, si effectivement c'est des coalitions qui doivent se faire au niveau international, au niveau sous-régional, bon, je pense qu'ils peuvent effectivement apporter leur expertise, leur expérience pour nous aider effectivement à régler ces questions-là. Voilà. C'est la transition pour parler de l'actualité internationale avec ce projet de référendum constitutionnel au Mali qui continue en tout cas toujours de diviser les Maliens en raison justement de l'occupation du nord du pays par en tout cas des groupes armés, des groupes djihadistes. Les opposants au projet du président Ibeka sont descendus dans les rues de Bamako ce week-end. Qu'est-ce que vous pensez de ce bras de fer qui se joue Évidemment, bon, nous on a un peu connu ça au Burkina. Et je pense que généralement, moi je crois que les opposants, ils sont dans leur bon droit. Voilà. Parce que premièrement, généralement, ceux qui sont au pouvoir ont des agendas cachés. Ça, c'est peut-être la première chose qui fait que quand il y a un projet initié par le gouvernement, en général, l'opposition commence d'abord par se méfier. Mais je pense que le problème du Mali est un problème suffisamment profond. Voilà. Je crois que si on ne prend garde, on va assister à la partition du Mali. Et ça va peut-être commencer par le Mali, mais après, ça peut effectivement s'étendre. Et moi, je suis persuadé, beaucoup de gens peut-être avec moi sont persuadés que tout ce qui se passe dans notre sous-région, ce n'est pas innocent. Ça n'a rien d'innocent. Les djihadistes, je pense que, bon, qui a permis aux djihadistes d'avoir des armes? C'est ceux qui ont bombardé Kadhafi. Et qu'est-ce qui dit que ce n'est pas cette opération-là qui se poursuit? Et donc, il faut qu'au niveau des Africains, on soit vigilants. Voilà. Les gens pensent qu'ils ont perdu en partie l'Afrique et que c'est nécessaire de recoloniser l'Afrique. Et donc, le projet djihadiste et autres, tout ça là, ça rentre dans cet esprit de recolonisation. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la France, par exemple, joue un jeu trouble au Mali? Ce n'est pas moi qui le dis. Je pense qu'il y a beaucoup d'opinions, et peut-être même les opposants maliens déjà, donc disent que ce n'est pas clair ce qui se passe au niveau du Mali. Elle a quand même engagé des troupes. Pourquoi Il y a des Français qui sont morts au nord Mali. Oui, mais pourquoi faire? Pour garder les intérêts français. Mais sans l'intervention de la France, les djihadistes seraient peut-être à Bamako. Oui, mais peut-être que les Maliens peut-être auraient repoussé maintenant les djihadistes. Non, je pense qu'on plaisante un peu avec cette question-là, mais il faut qu'on soit vigilant au niveau donc de la sous-région pour voir quels sont nos véritables alliés, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas nous apporter, bon, afin effectivement que nous puissions résoudre les problèmes par nous-mêmes. Voilà. Parce que, bon, les gens vous disent, non, bon, c'est les Chinois qui veulent envahir l'Afrique, bon, parce qu'ils cherchent des terres, etc., etc. Et donc, ce n'est pas seulement un projet, j'allais dire, lié, j'allais dire, à la France. C'est-à-dire qu'il y a actuellement un besoin, effectivement, d'expansion, un besoin d'espace
au niveau effectivement d'un certain nombre de puissances. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Voilà. Parlant justement du cas spécifique de la Chine, je voudrais qu'on aborde la question tout de suite. Elle vient d'ouvrir à Djibouti, en tout cas, d'installer sa première base navale. C'est ça. Voilà, à vocation militaire, logistique, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée, voilà, de l'empire du milieu, en tout cas, sur les terres africaines, par cette forme-là? Il faut dire que aujourd'hui, la Chine, c'est une grande puissance. Et oui, par rapport à un certain nombre de pays comme la France, bon, entre la Chine et la France, aujourd'hui, il n'y a pas match. Et donc, de ce point de vue-là, si effectivement les zones dans lesquelles les Français sont, s'ils ne sont pas capables effectivement de les maîtriser, une grande puissance comme la Chine peut effectivement mettre main basse sur ces zones. C'est pour cela, moi, je me dis, mais Macron, il aurait dû gérer ces questions-là plutôt que de s'attaquer globalement à l'Afrique en parlant de surpopulation ou de naissance importante, en fait, au niveau des femmes. Je pense qu'il a mieux à faire, puisque Djibouti, c'est un peu... Mais vous êtes économiste, je rebondis là-dessus. Oui. On nous dit depuis le temps que nous sommes pauvres parce que notre taux de croissance démographique est plus élevé que notre taux de croissance économique. Est-ce que quelque part dans les discours d'Emmanuel Macron, il n'y a pas une vérité? Non, Emmanuel Macron, je pense que en termes, j'allais dire, d'analyse, il a fait deux bêtises. La première bêtise, c'est de donner un chiffre qui est faux. Actuellement, le nombre d'enfants par femme, les derniers chiffres que nous avons, c'est 4,7 enfants par femme. Lui, il nous dit c'est entre 7 et 8. Pour un président d'une France, je pense que ce n'est pas bon qu'un responsable de ce niveau-là puisse donner des chiffres qui sont faux. Ça, c'est un. Deux, Emmanuel Macron ne sait pas ce que c'est que la transition démographique. On a l'impression qu'il n'a pas fait un cours de démographie. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Parce que quand vous regardez le taux de croissance de nos pays, c'est lié à quoi? C'est lié à ce qu'on appelle la transition démographique. Voilà. Si vous regardez le taux de natalité de 1960 jusqu'à maintenant, c'est un taux de natalité qui n'a pas augmenté. On est passé de 50%, actuellement on est à 38%. Ce Donc qui on baisse, fait moins d'enfants. On fait moins d'enfants. Ce qui baisse, c'est le taux de mortalité. Voilà. Et donc, véritablement, ça dit pour un président d'un pays comme la France, c'est une catastrophe. Mais peut-être que c'est une très bonne chose pour nous, parce que, comme on l'a dit au niveau de la Chine, les Chinois étaient derrière les Français, aujourd'hui ils les ont rattrapés, ils les ont dépassés. Peut-être que le moment est venu, compte tenu du fait qu'ils sont en train de choisir des présidents aussi médiocres, c'est peut-être le moment est venu pour nous également de les rattraper et de les dépasser. C'est quand même un homme brillant, Emmanuel Macron. Là, sur le plan de la démographie, moi, en tant que prof, je lui aurais mis 0 pointé sur sa copie. D'accord, on aborde un autre sujet, on parle de la Côte d'Ivoire où la maison RHDP semble en tout cas se lézarder. Des hauts cadres du PDCI comme Niamey Ngouran et Meïté Sendou, qui est un proche de Guillaume Soro, ont été limogés. Dans l'analyse, en tout cas, certains y voient déjà les prémices d'un divorce entre les Oufouettis liés aux enjeux de la succession d'Alassane Ouattara en 2020. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Bon, moi, je n'ai jamais cru à l'attelage qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, bon, c'est un attelage de circonstances
Et chemin faisant, cet attelage-là allait avoir des problèmes. Comme tous les attelages politiques. Ça tient quand même depuis sous Gbagbo, c'est avec cet attelage qu'Alassane Ouattara a finalement été élu président pour un premier mandat et un deuxième mandat. C'est ça. Oui, mais je pense que les ambitions, par exemple, de Guillaume Soro, dès le départ, c'était pas de rester en seconde zone. Et lorsque vous écoutez effectivement les Ivoiriens, les gens vous disaient, bon, étant donné l'âge d'Alassane Ouattara, en fait, le deal, c'était que, bon, comme lui, il est plus vieux, il passe d'abord, mais ensuite, il devrait passer la main à Guillaume. Et si ce deal-là, au bout d'un moment, on dit non, ce n'est plus Guillaume, mais c'est peut-être un lieutenant Alassane, il est évident que les problèmes vont se poser. En tout cas, la lettre du continent, dans une de ses parutions, expliquait que dans des propos, en tout cas attribués à Henri Konan Bédié, l'ancien président, dit que l'accord, c'était plutôt qu'en 2020, ce soit un cadre du PDCI. Et que Soro, ce serait encore 10 ans après. Oui, bon, c'est ça que je dis. En fait, quand vous regardez cet attelage avec 3 têtes, bon, c'est ça qui est compliqué. Ont-ils négocié ensemble? Ont-ils négocié 2 à 2? Ainsi de suite. C'est tout ça qu'il faut voir. S'ils ont négocié ensemble encore, bon, je pense que les propos des uns et des autres, ça peut être considéré. Mais si Alassane a négocié avec Bédié d'un côté, puis il est parti négocier avec l'autre côté, bon, bonjour les dégâts. Hein? Et sur la solidité de l'attelage, ils ont quand même eu... ils ont quand même dû faire face, disons, on va dire, à une situation très difficile qui est la crise post-électorale, avec le bilan qu'on a connu, plus de 3000 morts selon les estimations, 15 000 même pour certains. Donc, quelque part, il y avait un ciment, on va dire, assez fort. Un ciment, il y avait un ciment. Maintenant, la force du ciment, là, c'était pas évident, quoi. Parce que c'est ça le problème. D'accord. L'actualité internationale, c'est aussi le procès en France des biens mal acquis. Dans la ligne des mires de la justice française, en tout cas, il y a Théodore Nguema, le fils d'Obiang Nguema et vice-président de Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire des biens mal acquis? Moi, je pense que ce n'est pas une affaire seulement au niveau de la Guinée équatoriale. Je pense que c'est une affaire qui concerne l'ensemble de l'Afrique. Voilà. Au niveau du Burkina, il semble que si vous regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des investissements de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Cet argent-là, ils ont eu ça où? C'est ça. Et donc, je pense que les biens mal acquis, il faut qu'on essaie de voir quelles sont les procédures qu'on va utiliser, parce que nous avons des populations qui sont pauvres, nous avons des populations qui ont des besoins énormes, et donc on ne doit pas permettre à quelques individus de prendre la richesse nationale et bon, d'aller la mettre en France, en Suisse, ou même dans les pays voisins, que ce soit au Mali, au Niger. C'est pas normal. Voilà. Et donc, au niveau de la communauté internationale aussi, les gens nous doivent nous aider effectivement à récupérer ces biens-là. Voilà. Et donc, nous pensons que si le fils de Obiang Nguema, voilà, s'il a pris effectivement des ressources de son pays, qu'il a amené en France, qu'il a investi, parce qu'on connaît aussi les revenus des uns et des autres. Voilà. À partir du moment où on connaît les revenus, bon, on sait que pour acheter des immeubles, bon, des voitures de luxe, etc., bon, c'est pas les revenus, en fait, même d'un premier ministre ou d'un vice-président qui permettent d'acheter ce genre de choses. Voilà. Surtout dans nos États. Donc, si on constate que, effectivement, la quantité de richesse qu'il a placée en France, que c'est important, il faut effectivement récupérer ces biens et remettre ces biens, effectivement, aux Guinéens. Plus récemment, en tout cas, c'est le neveu et l'ex-belle-sœur du président Sassou Nguesso qui ont été mis en examen, en tout cas par la justice française. Le pouvoir congolais, pour sa part, contre-attaque et poursuit à son tour Transparency International pour tentative d'escroquerie au jugement.
en arguant notamment que l'ONG a fait usage de faux pour déclencher les poursuites et se constituer partie civile, dans la procédure notamment contre le chef de l'État congolais. Comment est-ce que vous analysez cette bataille judiciaire en perspective? Bon, moi je pense que en général les ONG n'attaquent pas des personnes qui n'ont pas de gros soupçons de détournement d'argent. Voilà. Et puis l'ONG Transparency International, bon, nous on travaille ensemble. Ce n'est pas le genre d'ONG effectivement qui va aller chercher des ressources à travers ce genre de procès. Et donc, bon, c'est de bonne guerre que les avocats effectivement contre-attaquent et utilisent effectivement des arguments pour dire, bon, ils sont en train de rechercher des ressources pour pouvoir, j'allais dire, alimenter leur caisse. Voilà. Mais moi, je suis serein de ce côté-là. Je crois que ce soit Théodore ou que ce soit Sassou Nguesso et puis ses enfants. Il y a le Gabon aussi qui est dans l'œil du cyclone, en ce qui concerne Transparency. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont finir par rendre gorge. Voilà. D'accord. En Turquie, les mois se suivent et se ressemblent pour tous ceux, en tout cas, qui auraient applaudi le putsch contre Recep Tayyip Erdogan. Comme cadeau d'anniversaire, parce que c'est le premier anniversaire de la tentative de coup d'État qui a été fortement médiatisé, sur lequel on a tenté de le renverser. Comme cadeau d'anniversaire, donc, Tayyip Erdogan s'est offert la tête de 7000 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, en majorité des policiers. Et il ne compte pas s'arrêter là, parce que le président turc promet tout simplement, en tout cas, d'arracher la tête des traîtres, c'est son expression. Quelle lecture vous avez de la situation en Turquie? C'est une dérive autoritaire? C'est une remise en cause des fondements de la République? C'est quoi? Non, moi je pense que il a le droit effectivement d'arrêter les putschistes. Il a le droit aussi de poursuivre leurs complices. Maintenant, lorsque ça devient 7000 personnes, bon, ça devient quand même exagéré. 100 000 limogés, 7000, ça c'est juste voilà. pour... voilà. Non, mais c'est pour l'anniversaire. 50 000 voilà. incarcérés. Bon, voilà, donc c'est un peu exagéré. Donc il est évident que c'est quelqu'un peut-être, depuis le putsch, il a peur, il a perdu son sang-froid. Bon, il est en train de faire des arrestations sans borne, là. Et donc, il est important quand même qu'il revienne à des proportions. Voilà. Un putsch, d'abord, pour organiser un putsch, bon, on ne l'organise pas avec 100 000 personnes. Ah oui. Parce que c'est un putsch, c'est quoi? C'est un noyau. Un petit noyau qui a l'information et qui travaille effectivement à pouvoir réaliser. Sinon, si déjà il y a 100 000 personnes qui sont au courant qu'il y a un putsch, ça veut dire que le putsch a raté. Voilà. Et donc, je pense que c'est bon d'attraper effectivement les initiateurs, en fait, du putsch et de voir effectivement ceux qui sont très proches d'eux. Mais là, il y a quand même une dérive, comme vous le dites. Alors, on a une minute pour parler du Venezuela qui est englué, en tout cas, depuis 3 mois dans une crise sociale et politique très profonde. Ce dimanche, les opposants au régime chaviste, en tout cas, ont organisé un référendum avec, il faut le reconnaître, la bénédiction d'un certain nombre de pays de la communauté internationale. Comment est-ce que vous décryptez la situation politique intérieure au Venezuela? C'est une crise qui me semble très grave. Et je ne suis pas sûr que le président actuel va survivre donc, à cette crise-là. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que les opposants veulent le renverser, bon, mais enlever les droits au Parlement, en tout cas prendre un certain nombre d'initiatives, je trouve que c'est quand même assez osé. On s'arrête là pour ce dimanche. Merci, Dr Oueta, d'être passé nous voir. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB, avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.